Bienvenue dans le Market du succès, le podcast qui booste votre marketing digital. Décryptez les stratégies des leaders et recevez des conseils concrets pour briller en ligne. Abonnez-vous pour passer de la théorie à l'action. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast Le Market du succès de SEMrush. Aujourd'hui, en fait, on va parler d'un sujet qui est assez tendance, mais c'est aussi un sujet que beaucoup de nos auditeurs nous ont demandé, c'est le personal branding. Et pour parler de personal branding, j'ai pensé qu'il serait très intéressant de parler avec notre invité aujourd'hui, Théo Lyon, fondateur de Kudak. Donc, bonjour Théo. Salut Julie. Tu vas bien? Ben, ça va super, je suis très content de venir parler de personal branding. Ça fait longtemps que je suis pas allé parler dans un podcast de ça, donc j'ai plein de nouvelles choses à raconter. Ah, super. Bah, je suis très heureuse de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Si jamais pour ceux qui te connaissent pas, Théo, est-ce que tu pourrais te présenter, parler un petit peu de ton parcours et de la création de ton agence Kudak? Avec plaisir, pas de problème. Donc moi, je m'appelle Théo Lyon, j'ai 26 ans et donc j'ai monté donc une boîte qui s'appelle Kudak qui compte aujourd'hui 62 personnes exactement. Mon activité, c'est celle d'une agence B2B, donc je vends du service. Plus précisément, je vends du gros, c'est donc tous les services qui gravitent autour. Donc en fait, Kudak, c'est à la fois le nom de l'agence Ads, qui était la première agence du groupe Kudak, et maintenant le nom du groupe, qui regroupe cinq verticales différentes sur lesquelles je vais pas m'étendre à chaque fois, mais il y en a une notamment qui fait du personal branding, qui fait que j'ai traité ce sujet à la fois pour moi, parce que ça a été un des gros leviers de croissance de la boîte, mais je le traite aussi en tant qu'agence. Donc on a une agence aujourd'hui d'une douzaine de personnes qui fait uniquement du personal branding pour des CEO sur toutes les plateformes. Donc forcément, j'ai dû réfléchir à comment ça fonctionnait pour moi, mais aussi pour plein d'autres clients qui n'ont pas du tout les mêmes histoires ou les mêmes appétences pour le contenu en ligne que moi. Donc aujourd'hui, voilà, l'agence se passe assez bien. On va terminer notre 4e année là. Écoute, j'ai plein d'angles par lesquels je peux commencer à attaquer le sujet. Je vais te laisser me diriger un peu là où tu veux. Bien sûr, si jamais, la première question que j'avais pour toi, parce qu'en fait, quelque chose que on a tous remarqué, non, mais c'est que toi, en fait, tu as commencé à filmer ton expérience de création d'agence dès le début sur ta chaîne YouTube. Donc, je voulais te demander, avant d'attaquer la partie plus personal branding sur LinkedIn et tout, qu'est-ce que tu as fait, en fait? Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision de te lancer directement dans la création de ton agence, directement en live sur YouTube? Ouais. Alors ça, c'est vrai que c'est une sous-catégorie qui intéresse de plus en plus les gens. Donc au sein du personal branding, il y a la partie build-in public, qui est, en fait, on peut faire du personal branding sans faire forcément du build-in public. Le build-in public, en gros, c'est simplement, ça a été très popularisé par un Américain qui s'appelle Gary Vaynerchuk, que tu dois certainement connaître, mais qui est populaire en France, mais qui n'était pas tant que ça au moment où je me suis lancé malgré tous ces millions d'abonnés. Et je me souviens d'une phrase qui m'avait beaucoup marqué sur lui. Il disait « Ne crée pas, documente ». Et ça avait beaucoup résonné parce que notamment ça répond à la première objection des gens qui veulent partager leur aventure, c'est qu'ils se disent je suis pas légitime, je vais rien apprendre à personne, etc. Et en fait, ce que ça dit cette citation de Gary Vaynerchuk, c'est que t'as pas besoin d'être un gourou, tu peux juste être un guide. Et du coup, moi j'ai beaucoup internalisé ce truc-là et je me suis dit le meilleur moyen d'inspirer les gens et de raconter ce que je fais, c'est de simplement, je prends ma semaine, je fais un débrief comme si je l'envoyais à des investisseurs que je n'avais pas, parce que Kudak est une boîte bootstrap, et je le mets sur YouTube. Et donc, ce qui est pas mal aussi, c'est que ça skip un petit peu toute la partie inspiration, trouver des sujets de vidéo, etc. Parce que j'ai juste à raconter ce qui se passe dans ma semaine. Donc, c'est un format qui demande assez peu d'efforts pour le faire. Et quand tu regardes les premiers épisodes de la série, qui s'appelait Road to 1 million et maintenant Road to 10 million, c'est tout con. J'ai posé une caméra, j'étais à mon bureau, je racontais des trucs. C'était très malaisant parce que je m'exprimais très mal et c'était pas très intéressant ce que je racontais, mais ça avait le mérite d'exister. Et ça a commencé à me créer un petit public. Donc, je recommande à pas mal de gens de le faire. Il y a beaucoup de gens, du coup, qui ont essayé de reprendre des petites variantes un petit peu de ce truc-là, que j'ai créé sans faire exprès. J'avais pas vu beaucoup de gens qui avaient repris ce format-là tel quel. Et la spécificité en fait de ce format, c'est surtout d'avoir le courage de le faire le plus tôt possible. C'est aujourd'hui ça. Je suis loin d'avoir le meilleur format documentaire des startups. Mais par contre, je l'ai commencé quand vraiment je faisais 0 € de chiffre d'affaires. Donc du coup, ça fait que tu peux retracer toute l'histoire de Kudak sur YouTube. Mais c'est vrai, en fait, moi, j'ai remarqué beaucoup, par exemple, les gens, ils ont peur, on a tellement peur de l'échec, non? Donc, du coup, de documenter quelque chose qu'on n'est pas 100% certain qu'il va fonctionner, ça prend énormément de courage. Par contre, lorsque c'est documenté et par exemple qu'on arrive, comme l'agence Kudak, à être une super méga agence, un groupe maintenant en fait, d'avoir un peu toute cette documentation, donc tous les trucs, toute l'information des étapes à suivre, c'est vraiment en fait, je pense que c'est hyper inspirant pour les gens qui voudraient en fait se lancer aussi. Donc j'ai l'impression que souvent on manque un peu cette partie authenticité de voici ce qui se passe dans la création de l'agence, les obstacles, les succès, les trucs qu'on va célébrer. Mais après, on est tellement habitué de voir que les gens ils disent ouais, moi je gagne 10 millions de chiffres d'affaires par année,
mais ils te racontent pas comment ils sont arrivés. Non, ils font juste dire, bah, j'ai réussi à le faire, non? Donc là, avoir un peu ce processus, c'est vraiment cette partie où est-ce qu'on peut devenir un peu référent dans cette et personne motivateur. Ouais, et surtout, en fait, l'avantage de ce format-là, enfin, du moins la spécificité, c'est que ça évite un petit peu toutes les évidences rétrospectives de, tu sais, quand une personne, tu lui demandes comment est-ce que tu as réussi, elle va toujours avoir, elle va pas donner les faits, elle va donner son interprétation des faits. Donc, je C'est pense vrai, que j'ai réussi parce que, l'interprétation change énormément. voilà, et puis elle pense que c'est parce que c'est ça, et en fait, souvent, tu as plein de choses dans ton angle mort où tu te rends pas compte qu'en fait, bah, peut-être il y a plein de choses qui t'ont aidé dont tu n'étais pas au courant. Je sais pas, t'es habité dans la bonne ville, ou tu connaissais telle personne qui en fait t'a présenté telle personne. C'est un peu dur. Et donc, en fait, quand tu fais un format où tu documentes, à l'époque, c'était toutes les semaines, maintenant, c'est un peu moins fréquent. Eh bien, j'ai pas la prise de recul. Et donc, ça a du bon et du mauvais. Ça fait que parfois, c'est un peu brouillon, mais je raconte les trucs au fil de l'eau et ça fait un peu énumération de faits sans trop de structure. Mais du coup, les gens voient les choses comme je les vis. Et ça, du coup, ça devient un format où il y en avait pas trop, quoi. Et du coup, là, pour entrer plus dans le sujet du personal branding, quand tu as lancé, en fait, ce projet, est-ce que tu as commencé tout de suite aussi avec ton personal branding sur les différents réseaux? Ou comment est-ce que tu t'es lancé? Comment est-ce que tu as choisi, en fait, les réseaux aussi pour te lancer sur le personal branding? Alors, la vérité, c'est que j'ai commencé sur LinkedIn avant d'avoir YouTube, même si maintenant les gens connaissent plus YouTube que LinkedIn. Mais donc, en gros, j'ai aussi commencé grâce à Gary Vaynerchuk qui criait beaucoup LinkedIn à l'époque, qui disait que c'était sous-coté principalement pour un truc qui est toujours vrai aujourd'hui, c'est que ça reste aujourd'hui la plateforme pour des pros qui donne le meilleur reach organique. Donc, il n'y a pas besoin de payer de publicité sur LinkedIn. Ça coûte très cher d'ailleurs la publicité sur LinkedIn. Il faut vraiment avoir un business model qui te permet d'absorber les coûts. Donc, ça fait que tu n'as pas grand monde qui peut annoncer dessus. Et par contre, c'est très accessible. Ce qui fait que à l'époque, tu n'avais pas beaucoup de personnes. Maintenant, les gens commencent à se réveiller un petit peu. C'est du contenu qui est très accessible parce qu'en plus, dans le format, c'est pas comme YouTube où tu dois mettre une caméra, tu dois filmer, tu dois monter, etc. Et c'est encore plus simple que TikTok où tu as quand même la partie vidéo, même si c'est beaucoup plus simple, même si TikTok est beaucoup plus simple que YouTube. Et donc, en fait, tu as juste besoin d'écrire un truc et ça te lance dedans. Et après, tu peux faire progresser ta qualité de format. Donc, j'ai commencé par LinkedIn, où je documentais pour le coup des trucs qui n'étaient pas de la documentation entrepreneuriale, le vrai building public que j'ai fait sur YouTube. C'était purement des astuces à l'époque qui étaient sur Facebook Ads, qui était le truc que je faisais en freelance, qui par la suite est devenu mon activité d'agence assez naturellement quand ça a commencé à grossir. Donc, j'ai commencé par ça. Et puis ensuite, il y a un autre truc que crée Gary Vaynerchuk, c'est le multicanal. Enfin, lui, en fait, tu peux résumer 90% de son discours par fais ce que tu fais, mais plus fort. Donc j'ai pris ça, je me suis dit, bon, bah écoute, j'ai qu'à couvrir toutes les plateformes. Et ça m'a donné un peu ce positionnement qu'avaient pas beaucoup d'autres personnes, alors ni mes concurrents, ni même n'importe qui sur Internet en B2B, d'être la seule personne qui était à la fois présente sur Twitter, TikTok, Instagram, podcast, YouTube. En fait, tu peux me retrouver à peu près partout. Et donc, ça donne une plateforme assez holistique qui fait que finalement, quel est le seul truc commun entre toutes ces plateformes sur lesquelles je raconte des trucs différents? Bon, bah, c'est que c'est Théo derrière le micro. Et donc, finalement, les gens, ils s'attachent plus à ta personnalité, à l'histoire que tu racontes, etc. Et ça crée un attachement qui te met dans une catégorie tout seul, finalement. C'est ce qu'on appelle le monopole personnel. C'est-à-dire que finalement, quand les gens veulent travailler avec toi, bah, ils regardent la catégorie des gens qui te ressemblent, bah, il n'y en a qu'une seule personne dedans. Donc finalement, il n'y a que toi. Tu as mentionné, en fait, tu partages sur différentes plateformes différents trucs, en fait. Donc, est-ce que tu as fait, non, ce choix stratégique sur telle plateforme, je parlais de tel contenu ou de tel pilier, ou quelle a été un peu la stratégie, non, pour décider, non? Par exemple, c'est vrai que, de nos jours, bien sûr, on adapte nos discours et nos contenus à l'audience des plateformes, mais après, au niveau stratégique pour ta création de marque personnelle, comment est-ce que tu as décidé qu'est-ce que tu allais partager sur chaque réseau? C'est une très bonne question parce que ça évolue beaucoup. J'ai beaucoup changé mon discours. Alors, je peux te dire comment est-ce que je lance un nouveau canal. Quand je lance un nouveau canal, souvent, je commence par la première chose. La première chose à craquer sur un canal, c'est la quantité, c'est-à-dire le volume. Il faut produire beaucoup de choses, justement pour découvrir quelle va être la ligne édito de ce canal. Tu as toujours un petit peu une idée en tête. Tu dis LinkedIn, je parlais plus à un réseau pro. Bon, bah, tu as plein d'idées préconçues. Bon, bah, il y a peut-être tel type de format qui va mieux fonctionner que d'autres, des astuces, des trucs en sautant des lignes, etc. Parce que tu vois ce que font les autres créateurs. Moi, la façon dont j'ai attaqué, par exemple, Twitter, c'est que j'ai repris mes posts LinkedIn et je fais toujours ça aujourd'hui. Ça part sur Twitter. Et le jour où j'aurai du temps à accorder à Twitter en tant que canal principal, là, j'y accorderai plus de temps. Donc, c'est la première chose. Seconde chose, c'est un petit peu d'essayer d'avoir un pseudo tofu, mofu, bofu, donc c'est-à-dire 3 catégories un petit peu de ton funnel que tu vas pouvoir mettre sur chacune des plateformes. Donc, typiquement, sur YouTube, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire que j'ai tout en bas de la pyramide, donc le bofu, le truc qui est censé faire passer les gens à l'action sur mon contenu, et je conseille aux gens de commencer par ça, dans le contenu qu'ils font, c'est commencer par le contenu qui va être le plus héroïste. Donc, ça va être du contenu très Facebook Ads ou alors du contenu où je reçois un e-commerçant. Et en fait, je vais pouvoir démontrer que je suis pertinent ou que l'agence que j'ai montée est pertinente. Donc, ça, c'est tout en bas. Ouais.
Au milieu, je peux avoir des trucs un peu plus humanisants. Donc, je peux aller parler de choses plus généralistes. Je peux parler de marketing. Je peux avoir des vidéos un peu plus, enfin, pas forcément corrélées au sujet ads pure growth, mais qui vont quand même intéresser des gens. Donc, je peux te raconter des histoires de croissance. Je peux avoir des histoires d'entrepreneurs, etc. Et tout en haut de la pyramide, je vais avoir les contenus qui sont là pour élargir mon audience. Donc, élargir mon audience, en fait, je peux utiliser pas mal de choses que moi j'avais dans mes piliers de marque personnelle, dont on pourra reparler derrière. C'est la façon dont tu construis un peu ton discours. Moi, j'ai des choses qui intéressent pas mal les gens. C'est l'histoire de la construction de la boîte. Donc, le Road to 1 Million, ça rentre dedans. C'est un format qui est là pour élargir mon audience. Et en fait, ce qui est un peu paradoxal avec Road to 1 Million, c'est que finalement, ça couvre à peu près toutes les étapes de la pyramide. C'est le seul format. Donc, je vais pas rajouter ce niveau de complexité pour l'instant. Donc, il y a Road to 1 Million. Il y a des formats un peu plus viraux, buzz, etc. que je peux faire. Donc, il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur pourquoi Oussama Ammar est le Bernard Tapie du 21e siècle. C'est une vidéo qui a pas de lien avec mon expertise principalement. Mais les gens pourront se dire, ah, j'ai découvert Théo avec cette vidéo. Et ensuite, j'ai découvert le reste. Ça permet de casser des plafonds d'audience que j'aurais pas pu toucher directement. Donc, et après, tu vas te rendre compte principalement qu'il faut que chacun de tes réseaux ait une promesse. Donc, sur YouTube, par exemple, moi, j'ai plusieurs podcasts. J'ai un podcast qui s'appelle aussi Road to 10 Million, qui est la version audio, en fait, de ce que je fais tous les trimestres maintenant sur YouTube. Je voulais un truc un peu plus fréquent. La promesse, c'est le journal intime d'un CEO. Donc, les gens, ils viennent écouter ça. Donc, c'est qu'est-ce que tu peux tirer en lisant les lignes d'une personne qui est en train de monter sa boîte de ça. Sur LinkedIn, ça va être plutôt l'expert en marketing qui va s'exprimer. Et donc, j'essaie en fait de trouver, et c'est du test and learn. C'est pour ça qu'il faut faire énormément de volume pour trouver 2-3 posts qui fonctionnent bien. Et après, ce que tu peux faire quand tu as plusieurs canaux, c'est utiliser chacun des canaux pour ramener du trafic sur les autres. Et donc, moi, aujourd'hui, à chaque fois que je sors un épisode de podcast, boum, il y a directement la story Instagram, le post LinkedIn et le tweet qui part en même temps. Et ça me permet du coup d'avoir ce système de contenu qui ramène du contenu les uns vers les autres et qui en fait te crée une boucle vertueuse. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui. C'est parfait. Non, en fait, c'est parfait pour enchaîner parce que tu as mentionné un truc que je voulais parler avec toi, c'est les piliers du personal branding. Donc, du coup, lorsqu'on décide de se lancer dans le personal branding, la création de contenu, on parle souvent de piliers de différents trucs qu'on doit parler, non, justement, pour sa marque, pour pouvoir, justement, parler du côté expert, l'expertise qu'on a, la partie plus humanisante, non, de la personne derrière cette marque. Et des fois, on parle aussi même de la partie un peu plus employee advocacy quand on parle de représentation d'une marque si on travaille dans une boîte. Donc, selon toi, quels sont un peu les différents piliers importants à tenir en compte lorsqu'on crée du contenu pour son personal branding? Alors, je dirais que le plus important, celui qui va vraiment te différencier et permettre à des créateurs d'émerger très très vite, c'est d'être très très clair sur quelle est ta backstory. Et il y a des gens qui travaillent depuis des centaines d'années sur comment est-ce qu'on raconte une bonne histoire, c'est des livres, c'est des films, etc. Et donc en fait, moi je suis allé m'inspirer beaucoup de ce qui se faisait, les histoires qui avaient été les plus suivies et qui ont été les plus diffusées. Et tu te rends compte en fait, ils ont toujours les mêmes schémas narratifs. C'est un peu toujours la même chose. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle Building a Story Brand, qui a été écrit par Donald Miller et qui donne un peu un schéma classique d'une histoire, dans lequel il y a toujours un héros, évidemment, à la base. Donc ça, c'est Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, c'est Luke Skywalker dans Star Wars. C'est un héros qui a plein de caractéristiques et c'est là où tu peux aller piocher en fait des trucs dans ton histoire personnelle. Donc moi, il y a pas mal de points qui résonnent beaucoup avec l'audience pour définir le héros. Je suis quelqu'un qui a fait HEC, qui est une école de commerce qui fascine un petit peu, qui est un peu obscure d'extérieur. Donc c'est une école de commerce française un peu assez opaque. Donc je m'en sers beaucoup pour faire du contenu et montrer un peu qui je suis. J'ai été joueur semi-pro de poker, c'est un truc qui me rend un peu spécifique. En fait, c'est toutes les choses qui vont te rendre unique et qui vont faire qu'il y a 100 personnes qui peuvent faire le même travail que toi. Pourquoi est-ce que toi, c'est intéressant? Donc, c'est la première chose. Donc, ça, c'est ton héros. Ensuite, le héros, souvent, il va rencontrer un problème. Et donc là, le problème, c'est la quête. C'est en gros, quel est l'enjeu de ce que tu es en train de construire? Et ça, c'est un truc que les gens oublient beaucoup, surtout dans le B2B, où je sais pas pourquoi les gens oublient de le faire. Alors souvent, ce qui est très marrant d'ailleurs là-dessus, c'est qu'il y a plein d'agences de marketing qui font ce travail que je suis en train de faire pour te décrire le storytelling que je fais pour mon agence, et qu'elles le font jamais pour eux. Pour eux-mêmes. Elles vont créer des plateformes de marques incroyables pour des marques B2C, etc. et totalement oublier de parler de leur story à eux. Et donc en gros, là, la quête, ça va être qu'est-ce que je suis en train d'accomplir? Pourquoi je suis pas juste en train de faire de la pub pour des clients? Donc moi, là-dessus, j'ai un truc qui fait écho à ma backstory, c'est que j'ai travaillé dans une agence avant dans laquelle ça s'est pas bien passé, et j'ai découvert 2-3 problèmes du modèle agence. Donc, du coup, j'ai essayé de les combattre, et du coup, j'essaie de créer le premier groupe d'agences indépendantes en remote, parce que le remote répond à un des problèmes, je rentre pas dans le détail, à un des problèmes que j'ai identifié dans mon expérience précédente. Et les gens veulent suivre cette quête-là pour savoir si je vais réussir à le faire, parce que je suis plus jeune que la moyenne d'un fondateur d'agence, j'ai pas d'expérience chez les régies, Google, Facebook, etc. Les gens veulent suivre ce truc-là. Alors ensuite,
Là, tu vois, dans cette histoire telle que je te l'ai racontée, je me suis placé moi en tant que héros. Idéalement, quand tu construis du personal branding, c'est pas toi le héros, c'est ton client. Donc ça veut dire que t'as deux histoires en parallèle que tu peux raconter. Il y a la tienne et celle de ton client. Parce que la troisième étape que donne Donald Miller dans son bouquin, c'est le guide. Un héros, il rencontre toujours un guide. Donc là, c'est Gandalf. Tu vois, c'est Gandalf ou c'est Yoda dans Star Wars. C'est la personne qui va t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir arriver à la quête. Donc moi, si on reverse cette histoire et qu'on dit que le héros, c'est mon client, c'est l'e-commerçant. Bon, l'e-commerçant, il a des problématiques de croissance, etc. Moi, je suis le guide qui va lui apprendre comment est-ce qu'il va pouvoir arriver à cette quête. Et nous, comment est-ce qu'on vend beaucoup, est-ce qu'on crédibilise cette promesse de guide? On dit qu'on va beaucoup s'inspirer de là où sont produites les meilleures idées du gros, c'est-à-dire aux US. Et donc, en fait, on les ramène. Et le guide, c'est un peu l'américain qui parle français et qui va t'apprendre à faire de l'ads. Et donc, après, tu as toute la suite de l'histoire. J'avoue que les 7 piliers me reviennent pas forcément, mais en gros, il faut que ça se termine dans une fin heureuse. Tu as plusieurs quêtes que tu peux avoir. Tu as à la fois une quête pratique. Donc, en gros, Luke Skywalker, il veut défaire l'Empire. Il y a aussi une quête interne. Donc, en gros, il veut savoir si c'est un Jedi ou pas. Donc, en gros, ça donne plusieurs niveaux de lecture d'une histoire. C'est comme ça que tu peux créer des récits qui sont assez complexes, mais qui pourtant se consomment très très bien pour une personne. Et donc, du coup, pour moi, l'important, donc, alors, je suis parti très loin dans les histoires de backstory, mais en fait, qu'une fois que tu as compris ça, tout le reste part très simple. C'est ton why, simplement. C'est pourquoi est-ce que tu es en train de faire ça? Pourquoi est-ce que les gens devraient t'écouter? Parce qu'ils vont être noyés dans du bruit sur LinkedIn avec plein de gens qui font ce que tu fais probablement mieux aussi. Et maintenant, faut que tu leur prennes leur attention à eux. Donc pour moi, c'est le principal. Bon, je peux étayer, je peux aller très très loin là-dedans, mais j'ai pas envie de te niquer ta trame de podcast. Non, mais c'est super intéressant. En fait, c'est justement, on parle un peu de notre backstory qui nous différencie des autres, des autres marques personnelles. On parle un peu de notre mission, c'est le why. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Pour qui est-ce qu'on le fait? Et après, j'aime bien ce que tu parles, c'est ce que tu racontais, c'est justement, on a un peu deux personnages qui doivent jouer dans cette façon de faire notre storytelling, que c'est justement notre héros et nous, comme guide, à ce héros. Et c'est vraiment une façon si on suit un peu cette stratégie, c'est une façon de garantir justement de répondre à une question, une problématique réelle de notre héros et qui est notre client potentiel. Et je pense que c'est aussi souvent qui amène un peu à mon prochain point, c'est on voit beaucoup, beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, beaucoup, beaucoup de contenu sur LinkedIn de gens qui ont des marques personnelles ou qui essaient de faire croître leur marque personnelle. Comment est-ce qu'on différencie du bon contenu sur ces réseaux sociaux? Parce qu'après, j'ai l'impression que tu l'as déjà mentionné, c'est la partie storytelling, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments où est-ce qu'on peut reconnaître justement du bon contenu ou du contenu qui va ramener vraiment ce que nous on recherche comme créateurs? Ouais. Alors, là, c'est possible de répondre de plein de façons à cette question-là. Si tu veux prendre le moins de risques possible pour dire ce qu'est du bon contenu, pour moi, on peut assimiler ça à du contenu qui est original. Au moins, si tu veux sortir du... Contenu original ou contenu... C'est vrai qu'au niveau, quand on parle de personnes qui créent du contenu, non pour une marque personnelle, normalement, une marque personnelle, on a un but ultime. Donc, c'est du contenu qui va répondre à ce but ultime. Mais moi, par exemple, si je suis impactée par un contenu qui répond peut-être pas à ce but ultime, après, c'est voir, comment est-ce qu'on peut juger ce type de contenu et comment est-ce qu'on peut regarder aussi, comment est-ce qu'on peut se sortir du lot avec les autres créateurs de contenu et les autres personnes qui font du personal branding. En fait, pour moi, c'est la principale raison pour laquelle la majorité des contenus ne dépassent jamais le bruit, c'est parce qu'ils sont semblables. C'est pour ça que je dis que l'originalité, c'est le point normal. Pour moi, en fait, il faut comprendre dans n'importe quel secteur sur lequel tu essaies de publier du contenu, marketing, SEO, etc. et tout, il faut comprendre c'est quoi la doxa. C'est-à-dire qu'est-ce que 80% des créateurs racontent et comment est-ce que je peux proposer le meilleur contenu sur ce sujet-là. Et donc moi, ça a été très facile au début quand je parlais de Facebook Ads parce que personne parlait, je sais pas pourquoi il y a pas de marketeurs qui parlaient anglais. Donc j'allais juste prendre les trucs aux US, je les pro-packageais bien et je les appliquais à des problématiques françaises et ça donnait du contenu qui était super original. Et ça, les gens, en fait, ils font une erreur. Souvent, ils disent qu'être original, ça veut dire être quelque chose que je déteste, c'est les gens qui ils sont là pour être clivants. Donc, clivants, ça veut dire qu'ils sont là pour dire un truc et en fait chier sur des gens, cracher sur plein de gens. Ça marche pas. Hein. Le positionnement, être contre quelque chose, c'est un truc qui en fait a une date d'expiration tout le temps parce que être contre, ça a deux sens en français. C'est quand tu es contre en opposition à quelque chose, mais c'est aussi être en appui. Quand tu es contre un mur, tu vois, tu as un appui sur le mur, si tu retires le mur, là, tu tombes. Donc, en fait, ces gens-là, ils sont constamment en train de chercher des murs contre lesquels s'appuyer et être en opposition. Et finalement, tu te définis pas vraiment toi-même. Tu te définis toujours par le truc par lequel tu es en opposition. Donc, sans rentrer dans de l'enculerie de mouche philosophique, il faut réussir à trouver quelque chose qui est très authentique à toi-même, un prisme par lequel tu peux analyser quelque chose qui est déjà fait plein de fois. Et c'est ça qui prend du temps, en fait. C'est pour ça qu'on dit souvent les stratégies de contenu, de personal branding, ça prend énormément de temps. C'est pas juste parce que ça prend du temps de construire une communauté. C'est parce que ça prend du temps de trouver ce que tu dois raconter. C'est surtout ça qui prend du temps.
Et c'est ça qui se fait au prix d'énormément de volume. C'est pour ça qu'au début, quand tu as des doutes sur est-ce que tu dois partager ça ou ça, c'est pas une vraie question en fait. Partage plus et tu vas avoir beaucoup plus de feedback et tu vas en apprendre plus sur ce que tu dois partager. Donc finalement, le seul truc que je recommanderais aux gens, c'est d'essayer d'être très au courant sur son secteur, qu'est-ce qui se raconte. Et c'est pour ça qu'il y a des secteurs sur lesquels c'est beaucoup plus dur d'émerger. Aujourd'hui, le Facebook Ads, le marketing, etc., il y a énormément de gens qui en parlent. À moins que tu aies une approche totalement différenciée, ça va être très compliqué de sortir du bruit. Tu as un vrai enjeu là-dessus, c'est de battre le bruit. Parce que l'organique, comme c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Ça veut dire qu'il faut être le meilleur. Je trouve super intéressant. Et quand on parle de battre le bruit, non, ce que tu dis, j'aimerais bien te demander un peu ton opinion parce que j'ai l'impression qu'il y a une fausse conception. Un peu, les gens, ils pensent que le personal branding, c'est que pour des solopreneurs, entrepreneurs ou créateurs de contenu. Et après, il y a toute une stratégie qu'on peut appliquer aux entreprises, dans les entreprises, pour justement favoriser le personal branding des employés pour pouvoir augmenter la visibilité de l'entreprise. J'aimerais bien avoir un peu ton opinion sur le sujet. Oui, alors ça, nous, on le fait énormément. Donc, on a beaucoup de challenges en interne qui visent à récompenser les gens qui partagent le plus de contenu, qu'ils soient sur Kodak ou pas d'ailleurs. C'est juste pour en fait, on leur explique surtout l'intérêt pour eux de partager du contenu. Donc, s'il y a des employés qui nous écoutent et qui hésitent à partager du contenu sur leur boîte, souvent, à quoi ça va te servir, c'est que tu peux utiliser la crédibilité d'une boîte qui est beaucoup plus grosse que toi. Donc, en fait, ça te donne le fait de participer à une aventure qui est plus grande pour, en fait, attirer de l'attention sur toi et donc faire grossir ta réputation, faire grossir ta respectabilité dans un domaine donné, une communauté. Ça, c'est des choses que tu peux énormément valoriser dans une carrière derrière. Donc, en fait, même si jamais le fait de partager du contenu pour ta boîte, tu te dis, bah, attends, je suis pas payé pour ça et tout, etc. Pourquoi je le ferais? En fait, il y a un intérêt personnel très profond que tu peux tirer de ce truc-là et que tu ne peux tirer que du moment que tu es dans cette boîte. Le jour où, si je travaille chez MCMrush est hyper identifié comme acteur majeur dans le marketing, avec un gros logiciel, bah, je peux utiliser cette crête de ouf. Qu'est-ce que j'apprends quand je bosse chez MCMrush, etc. Ces choses, demain, je suis plus chez MCMrush, bah, je ne peux plus partager de contenu intéressant là-dessus. Donc, je perds tous les likes que potentiellement j'aurais pu avoir sur ce truc-là. Donc, pour moi, la première chose, c'est pour avoir de l'employee advocacy, avoir des gens qui parlent de ta boîte, il faut qu'ils en tirent un profond intérêt personnel. Et ensuite, donc, pour répondre à ta question sur est-ce que c'est que pour les solopreneurs ou les freelances, bah, c'est précisément pour ça qu'il y a des boîtes qui vont démonter les boîtes qui veulent pas le faire. C'est parce qu'en fait, il y a absolument pas de barrière du tout aux stratégies de personal branding. Parce qu'en gros, on pourrait limite retirer le mot personal branding et le remplacer par réputation. Oui. En gros, le personal branding, c'est une façon de prendre contrôle de ta réputation. Et donc, tout le monde a une réputation. C'est juste qu'il y en a certains qui sont très mauvaises et d'autres qui sont quasi inexistantes, en fait. Donc, qui sont sur lesquelles t'as pas grand chose à te mettre sous la dent. Les gens, dans tous les cas, si tu fais quelque chose qui fonctionne, les gens, ils vont parler de toi. Donc, autant leur mettre les bons mots dans la bouche. Et donc, c'est pour ça que nous, en fait, donc chez Linker, on a une 50aine de CEO dont on se charge des réputations là-dessus via tous les moyens. Et c'est souvent des CEO de boîtes qui sont beaucoup, beaucoup plus grosses que la nôtre. On a des boîtes du CAC 40 avec lesquelles on travaille. Parce que les gens, aujourd'hui, c'est très simple. Tu vois, dans l'histoire, le héros rencontre un guide. Le problème, c'est que les gens, comme guide, ils donnent toujours une entreprise. Donc aujourd'hui, c'est Coca qui va te permettre d'avoir du bonheur. C'est Apple qui va te permettre d'être un peu un innovateur parmi tes potes. Maintenant, ce que les gens commencent à attendre sur le marché, c'est qu'ils veulent plus que ce soit Coca, ils veulent que ce soit une personne de chez Coca. Je travaille, et c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est ce truc-là. Tu connectes beaucoup plus facilement avec les gens qu'avec les personnes morales parce que tu peux voir toutes les qualités et tous les défauts qu'on peut moins imputer à une marque. J'ai l'impression aussi qu'il y a une résistance interne, à l'interne dans certaines boîtes, justement, de permettre ce type de programme, non? Ou de personal branding. Parce que c'est vrai que toi, tu as parlé du côté où est-ce que les employés doivent se sentir motivés et avoir une passion, justement, de partager où ils travaillent. Mais après, j'ai l'impression qu'à l'interne, dans des grandes boîtes un peu plus, on pourrait dire traditionnelles, on a un peu peur de dire non, c'est que là, on va exposer nos employés devant d'autres entreprises qui vont après les embaucher, ils vont nous enlever notre talent. Et c'est vrai que j'ai l'impression que sur certains marchés, on n'a pas encore très pris beaucoup d'avance sur ce sujet. Qu'est-ce que tu en penses pour la France? Est-ce que tu as vu un peu de progrès dans les dernières années au sujet? Je suis d'accord. En fait, ça fait peur aux entreprises parce que ça nécessite de montrer l'arrière-boutique. Et il y a des gens qui veulent pas qu'on voit l'arrière-boutique. Parce que quand tu fais partager tes gens sur ce qui se passe vraiment dans ta boîte, ils vont raconter ce qui se passe vraiment dans ta boîte. Et là, quand tu dois commencer, les gens, ils sont comment ça va? Et quand t'as plein de trucs qui vont pas, soit tu as construit une marque qui est très résiliente en public et qui est capable d'encaisser en fait des trucs, comme dans tous les boîtes, il y a plein de choses qui sont dysfonctionnelles à plein d'endroits. Soit tu as essayé de vendre une image un peu parfaite de ton entreprise et dans ce cas-là, ça va être compliqué pour les employés de partager des trucs qui rentrent dans ta ligne éditoriale. Parce que, donc en fait, tu as deux façons de contrôler ce que les gens racontent. Soit tu contrôles les moyens, c'est-à-dire tu dis, pour qu'un post sorte, il faut que ça parle de ça, ça ou ça, il faut pas que ça parle de ça, tu n'emploies pas les mots, etc.
ce qui est un peu dur, tu vois, et qui va en fait rajouter énormément de friction, et donc finalement, tu vas avoir personne qui parle. Soit tu essaies de les mettre d'accord sur des grandes idées, tu vois. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire. On se dit, écoute, bon, on s'assure que la culture de boîte est plus ou moins respectée sur les 4 valeurs qu'on a chez Kodak. Et bon, c'est pas le sujet du podcast, mais en gros, on insiste beaucoup dessus. Et après, on se dit, bon, derrière, laissons les gens partager ce qu'ils veulent. Et normalement, ça devrait plus ou moins passer. Et Gérard, c'est très rare que je vois un post d'une personne de mon équipe et que j'en ai honte. Ce truc-là. Parce que déjà aussi, ça m'engage moins moi que lui. C'est surtout personne qui partage du contenu. Donc, finalement, elle est très consciencieuse quand tu écris un post. Donc, normalement, si tu l'as bien recruté, tu fais confiance. Et ça, les gens en ont un peu peur. En fait, c'est très dur si tu n'as pas créé ta boîte comme ça, vraiment avec du building public. Nous aussi, ça marche. Pourquoi? C'est parce que le CEO, tout à la tête, il le fait aussi. Tu vois. Je montre par l'exemple. Si demain, je partageais pas de contenu, et c'est aussi d'ailleurs ça qui est très dysfonctionnel dans plein de boîtes. T'as plein de PDG qui veulent pas le faire, mais qui disent non, mais employee advocacy, parler de moi sur LinkedIn. Non, en fait, il faut que tu montres par l'exemple ce truc-là. Et c'est pour ça que ça fonctionnera pas dans plein de boîtes. C'est vrai, en fait, nous, pour donner l'exemple de SEMrush, nous, on a un programme d'employee advocacy qui justement prend des groupes, je me rappelle plus, je pense 40-50 personnes par année. Et justement, c'est une formation pour parler de personal branding et après, justement, les bonnes pratiques pour la publication en ligne. Mais ce que j'apprécie énormément, par exemple, dans ce programme, c'est que t'es pas forcé de parler de la boîte. Réellement, si vraiment tu as un bon programme de employee advocacy, toi, ce que tu veux, c'est que tes employés soient experts dans leur domaine. Et du coup, tu veux que chacun puisse créer du contenu. Bah, justement, si tu es expert en email marketing, bah, en parlant des stratégies email marketing. Si tu es expert en gross marketing, bah, parler de gross marketing. Si tu es expert en création de vidéos, bah, que tu parles de tes processus de création de vidéos. Mais ce qui va arriver, c'est que normalement, avec ce type de programme, quand il est bien monté, c'est que forcément, les gens vont parler de la boîte. Donc, peut-être un de chaque 5 posts, tu vas parler de la boîte. Et c'est quelque chose qui donne en plus de contexte parce c'est pas que des posts qui sont programmés à de vente, non, faut acheter SEMrush, non, du tout. C'est vraiment, on parle ouvertement de campagnes qu'on a fait, des réussites qu'on a eues, on parle même des erreurs qu'on a commis, plein de trucs. Et du coup, j'ai l'impression que ça l'ouvre énormément cette possibilité de connecter avec d'autres gens du secteur. Et après, ce qu'il fait, c'est qu'il en positionnant les employés comme experts, ben ça fait augmenter la réputation de la boîte. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dirigeants qui ont la peine à comprendre cette philosophie de non, il faut faire le boost à partir de la boîte, non, du programme de la compagnie pour justement qu'après, c'est la marque, c'est la réputation de la marque qui augmente. Ouais. Et c'est assez dur à comprendre pour plein de boîtes parce que tu te dis, en fait, OK, bon, là, si cette personne part, en fait, je veux pas toute la visibilité que cette personne a générée, elle part avec elle. Mais en fait, c'est pas. Je trouve que c'est une mentalité assez. C'est l'inverse de give first. Tu vois, c'est un truc qu'on a dans la boîte. C'est en gros se dire, je vais voir l'intérêt de l'entreprise avant celui de l'employé. Et finalement, le seul moyen que l'employé vraiment ait ton intérêt, et l'intérêt de la boîte dans ses priorités, quoi. Il faut que la boîte ait son intérêt en particulier. Donc, du coup, tu as plein de boîtes qui sont pas friendly avec le fait que les gens parlent, etc., deviennent experts de leur truc, parce qu'ils se disent non, mais je préfère qu'on investisse du budget marketing, etc., travailler plutôt sur produire des contenus pour la boîte, etc. Ça, en fait, les deux sont complémentaires. Et finalement, c'est pour ça qu'il faut accepter de lâcher du lest. Il faut accepter sur ce truc-là d'avoir moins de contrôle dessus, mais derrière, en fait, les bénéfices que tu vas en tirer, les dividendes que ça va payer, sont énormes, précisément parce que personne n'a envie de le faire, parce que tout le monde raisonne de la façon que tu viens de décrire. Non, c'est vrai. Je voulais juste te demander avant d'entrer dans la deuxième partie du podcast, quels sont, selon toi, les meilleurs réseaux sociaux ou les réseaux sociaux les plus efficaces pour développer son personal branding? Alors, il n'y en a pas. Il n'y a pas de réseau social plus efficace, ça dépend. Il y a énormément de variables en fait pour répondre à cette question. Celui sur lequel tu prends le moins de risques quand tu le recommandes, c'est LinkedIn. Hein. Je pense que c'est pour toutes les personnes B2B qui sont là. Alors après, il y a énormément de réseaux. Il y a des réseaux sociaux aussi. Il y a tout le branding offline, hein, tout ce qui est passé dans les journaux, en radio, etc. et tout. Donc aujourd'hui, je peux vous dire ceux qui sont actifs pour moi, si vous voulez. Donc, j'ai mon compte LinkedIn, aujourd'hui, sur lequel il y a 70 000 abonnés. J'ai ma chaîne YouTube sur laquelle il y a 50 000, sur laquelle je publie à la fois du format horizontal et des shorts. J'ai mon compte TikTok, mon compte Instagram, sur lequel je partage des trucs un peu plus perso et des contenus. Je relaie aussi évidemment les shorts que je produis. J'ai 3 podcasts. Pas trop de podcasts peut-être, mais ils servent tous une utilité différente. J'ai un podcast, donc Road to 10 Million. J'ai un podcast qui s'appelle Enlève tes chaussures, dans lequel je reçois des gens, et donc là, c'est surtout pour la partie crédibilité. Et j'ai un podcast, Les Bruits e-commerce, qui est ciblé pour le e-commerce. Donc, ça fait beaucoup de choses. Et après, attends, est-ce que j'ai tout dit? Non, j'ai Twitter aussi, en plus, donc X maintenant. Aujourd'hui, il n'y a pas de meilleur réseau social. Le meilleur réseau social, c'est celui sur lequel tu vas pouvoir le plus rapidement atteindre le top 1% de des créateurs de contenu. C'est toujours l'originalité qui va primer.
le fait de réussir à produire un contenu qui plaît aux gens et qui est très différent de ce qui se fait aujourd'hui. Donc pour moi, il se trouve que ça a été LinkedIn. Sur YouTube, c'est arrivé aussi, j'ai eu de la chance. Mais par exemple, il y en a sur lesquels j'ai pas encore trouvé de gros product market fit. Genre le Twitter, ce n'est pas le cas encore. Donc aujourd'hui, c'est celui sur lequel, je pense que si tu dois en choisir un sur lequel tu es vraiment un utilisateur déjà actif, où tu consommes beaucoup de contenu, etc. Enfin, un gros consommateur. Et après, c'est de regarder un peu ce que les gens font d'un point de vue plus professionnel si tu devais passer à la next step dessus, et regarde ce qui te semble le moins inconfortable. Et commence par ça. Et après, ça va mettre le pied dans la porte et ça va être terminé. Ok, super. Bah, on arrive maintenant à la deuxième partie du podcast. Le format, en fait, du podcast Le Market du Succès, en fait, c'est à chaque épisode, l'idée, c'est de créer un petit guide step by step pour nos auditeurs. Et comme aujourd'hui, on a parlé de personal branding, mais je voulais te demander quelles seraient les étapes à suivre pour quelqu'un qui veut débuter dans le personal branding et où est-ce qu'il devrait commencer? La première chose, c'est se donner une timeline. C'est se dire, je vais tester le personal branding sur une plateforme en particulier. Donc, tu sélectionnes ta plateforme et tu te dis, je vais le faire sérieusement pendant 2 ou 3 mois. Je pense que 3 mois, c'est bien. Et donc, 3 mois, en fait, ce qui est intéressant, c'est surtout la quantité de contenu que tu vas produire dedans. Et tu dis, je ne vais tirer une conclusion sur ma stratégie de personal branding qu'après cette durée-là ou cette quantité de posts. C'est la première chose. Seconde chose, tu vas pouvoir aller identifier des piliers de contenu. Donc des piliers de contenu, ça peut être à la fois basé sur la backstory dont on a parlé, donc clarifier un peu d'où je viens, qui je suis, etc. et comment est-ce que ça peut se traduire dans des contenus qui peuvent intéresser mon audience. Et ça peut aussi être basé sur les gens du secteur. Et ils vont donner plein d'idées. Tu vas benchmarker, tu vas regarder une dizaine de créateurs hors de ton pays, ça c'est pas mal aussi, mais aussi sur ton pays, pour identifier quelle est la doxa. Donc, qu'est-ce qui se raconte aujourd'hui et comment est-ce que je peux tirer mon épingle du jeu au regard de ma backstory et des trucs que j'ai spécifiques à dire. Pourquoi est-ce que je peux être plus pertinent que les autres? À partir de là, donc c'est la seconde étape. La troisième étape, ça va être une fois que tu as un réseau social sur lequel que tu as vraiment craqué, c'est-à-dire c'est comme un product market fit, c'est assez dur de savoir quand tu l'as. Enfin, quand tu l'as pas, tu te demandes si tu l'as, mais quand tu l'as, tu sais que tu l'as. Donc quand ça marche, tu sais que ça marche souvent. Et à partir de là, tu vas pouvoir te demander comment est-ce que je peux utiliser l'actif que j'ai créé sur ce premier réseau social pour aller en activer un autre. Donc là, moi, c'est le virage que j'ai fait de LinkedIn à YouTube. J'ai utilisé ma communauté LinkedIn, j'ai relayé des extraits sur LinkedIn vers mes vidéos YouTube, j'ai relayé mes vidéos YouTube sur LinkedIn, etc. Et comment est-ce que ce qui a fonctionné sur LinkedIn peut m'indiquer ce que je dois faire sur une autre plateforme au choix. Et tu répètes le process autant de fois que nécessaire. Et après, tu fais en sorte que chacune des plateformes s'alimente les unes entre elles. Donc, il faut qu'il y ait des redirections, des moments dans la semaine ou dans le mois où YouTube va parler de ton TikTok, ou alors où TikTok va parler de ton LinkedIn, etc. Et ça va permettre d'avoir une boucle vertueuse. Et voilà, je crois que je te l'ai fait dans les grandes lignes. Je peux rentrer un peu plus précisément si tu veux dans des points. Non, c'est parfait. J'étais juste pour te demander, parce que tu as mentionné 3 mois pour tirer des conclusions. Est-ce que ça serait un peu le benchmark que toi, tu t'es donné? 3 mois pour tirer des conclusions sur un réseau social, ou est-ce qu'on devrait faire plus ou moins ou... Non, 3 mois déjà, c'est bien et c'est large. Souvent, au bout d'un mois, tu as une idée. Et avec 3 mois. Mais ce qui est pas mal aussi avec ce temps de 3 mois, c'est qu'il y a plein de gens qui vont entendre, qui vont faire « Oh, j'ai pas 3 mois ». Bah, tant mieux, c'est pas pour toi alors. C'est super, Voilà. Ne le fais pas. Laisse la place aux autres. Mais c'est pour ça que précisément, tu n'auras pas de résultat. C'est parce que le sujet du personal branding, ça n'est pas un sujet pour les gens court-termistes. Okay. C'est vraiment pas. C'est comme investir en immobilier. En fait, tu achètes ton truc et tu veux directement en fait, avoir remboursé ton bien la première année. Non. Tu as investi du temps. Et à la fin, peut-être que ça va payer des dividendes. Mais si tu es confiant et que tu es sûr que tu veux tenir le truc sur le long terme, que ça plaît une partie de ta personnalité qui va te permettre de le tenir longtemps, ça va fonctionner. Il y a aucune chance que ça ne fonctionne pas si jamais tu es assez assidu pendant assez longtemps. C'est assez sûr en fait. C'est un faible niveau de risque, c'est juste que ça prend du temps. Et cette étape-là du temps, il faut être patient, mais ça fonctionne tout le temps. C'est un peu comme le SEO. Ça prend du temps, c'est pas c'est la même chose. C'est exactement la même façon d'aborder les deux. C'est-à-dire que plus tard tu commences, plus t'as le seum de ne pas avoir commencé plus tôt. Ouais. C'est toujours un peu... Non, et c'est pas quelque chose que tu peux avoir du jour au lendemain non plus. En fait, j'étais pour te demander, c'est quoi un peu l'impact que tu peux voir du personal branding sur le chiffre d'affaires, par exemple? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dirigeants qui vont être réticents à lancer des programmes d'employee advocacy ou de promouvoir justement le personal branding. Mais en fait, ça a été démontré que, je veux dire, on voit clairement qu'il y a un impact sur le chiffre d'affaires des boîtes. Est-ce que... Ouais. Il y a un énorme impact sur, déjà, la visibilité, évidemment, sur la brand. Quand tu veux faire passer des messages de marque, tu as un endroit où les gens t'écoutent, et ça, déjà, c'est très rare d'en avoir un. Le mois dernier, j'ai ouvert 78 affaires dans Pipedrive. Wow. Il y en a 20 qui viennent de LinkedIn. OK. Juste de LinkedIn. Donc ça, c'est des gens avec lesquels j'ai ouvert des deals, et après, sur mes paniers moyens, etc. Mais je vends des services quand même qui coûtent minimum 2 000 € par mois. Donc voilà, quand tu ouvres une affaire, c'est vraiment que c'est un prospect qualifié. J'en ai beaucoup plus qui me contactent, mais ça, c'est les gens avec lesquels on peut vraiment faire du business. Donc
Voilà. Non, donc c'est clair que LinkedIn, que le personal branding a un impact direct sur les chiffres d'affaires. Donc, je pense que c'est juste important de faire passer le message parce que moi aussi, je crois beaucoup en personal branding. Toi aussi, c'est clair parce que tu l'as appliqué dans ta boîte. Mais j'ai l'impression que justement pour les gens qui sont un peu hésitants, c'est un peu le wake-up call qu'il faut leur donner il faut se lancer dans le personal branding. Mais pour moi, après, c'est ça. C'est quand même 3 à 4 ans de construction parce que les gens vont faire ça, ils vont partager 3 mois, ils vont regarder, attends, comment ça, j'ai pas 20 leads qui me contactent. Ouais. Non. Du non, tout. c'est clair. Merci beaucoup, Théo. J'étais juste pour te demander quels sont les plans de futur pour Kudak, le groupe Kudak maintenant. Ouais. Alors, je peux te répondre sur deux plans. Okay. Le premier, c'est sur le groupe Kudak d'abord, et après sur le personal branding de chacun des fondateurs. Donc, le groupe Kudak, aujourd'hui, on veut continuer d'étendre l'écosystème. J'ai 5 fondateurs, en fait, 5 personnes qui gèrent les business units. Le but, c'est d'utiliser maintenant, de passer dans une autre étape du personal branding, c'est d'utiliser ma marque personnelle pour créer leur marque personnelle. Donc, les mettre en valeur dans mes contenus, etc., et leur donner un head start, en fait, quand ils commencent, ce qui marche assez bien pour l'instant. Je l'ai fait sur YouTube. Aujourd'hui, on a une preuve de concept là-dessus. Et ensuite, l'autre partie, c'est de faire passer ma marque personnelle un peu à l'étape supérieure. Et donc, ça va être d'aller dans du média un petit peu plus traditionnel aujourd'hui, parce que ça intéresse quand même les gens, ce qui se passe sur Internet. C'est assez original, en fait, d'avoir un fondateur d'agence qui a fait ça. Et donc, ça peut intéresser des médias dans lesquels d'habitude, tu ne peux pas rentrer. Donc, du papier, de la radio, de la télé, etc. Et donc, c'est de faire passer ma marque un peu là-dessus et de continuer à devenir de m'installer un peu plus profondément comme la référence sur mes sujets, sur les plateformes qu'il faut quand même consolider. Il ne faut pas oublier de travailler LinkedIn et YouTube. Faut pas s'endormir sur les plateformes historiques. Donc, voilà. C'est super intéressant. Je te souhaite tout le succès du monde. Et merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous et d'avoir partagé tes astuces et conseils sur le personal branding. Je pense qu'on en a tiré énormément de valeur. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir reçu, Julie. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Et on espère peut-être te revoir dans la 2e saison du podcast Le Market du Succès. Je regarderai ma boîte aux lettres. Super. Merci beaucoup. Au revoir.